auteur plongé dans l'histoire et remonté vers le présent, voire vers le futur, avec Laurent Pavlidis en ce jour très particulier d'inauguration des nouvelles salles du musée d'histoire maritime. Bonjour Laurent. Bonjour Agnès. Alors comme je le disais, c'est un grand jour aujourd'hui puisque ce musée fête ses 5 ans, 500 000 visiteurs et 5 nouvelles salles. Quel beau projet! Oui, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une très belle réussite, on en est très fiers. Et pour fêter ce 5e anniversaire, rien de mieux que d'ouvrir de nouveaux espaces ou de modifier les espaces existants pour les améliorer. Cinq espaces, et donc le premier, Laurent, qui est dédié à l'usine des câbles Grammont, une usine qui se trouvait dans la baie des Canebiers. Et cet espace-là existait déjà avec les photos rétroéclairées, mais on a profondément enrichi, grâce notamment au carnet d'Alexandre Grammont. Donc c'est un descendant de la famille qui nous a mis à disposition. Et vous voyez, on essaie toujours d'avoir des présentations assez artistiques. Donc on fait appel à un socleur qui est en fait un artiste qui s'appelle Michel Mourier et qui met les carnets qui les traite de façon poétique. Et puis il y a aussi une autre maquette qui est très importante, c'est la maquette de l'usine. L'usine ayant disparu, elle a été démontée dans les années 50, même s'il reste quelques éléments, quelques bâtiments. Quoi de mieux que de refaire une maquette sur le style des maquettes de train pour attirer le regard des petits et, il faut l'avouer, aussi des grands. Absolument. Donc c'est très lumineux, c'est très coloré et ça permet d'aborder un sujet qui peut paraître pour certains un peu difficile. Alors ce qu'on découvre aussi, ce sont les fameux câbles en l'état et j'ai cru comprendre qu'ils existent toujours pour transmettre l'information et non pas seulement les satellites. Absolument, on a toujours tendance à penser qu'aujourd'hui l'information circule par les satellites. C'est vrai pour 5% de l'information. Mais nos coups de téléphone, Internet, toute la communication se fait avant tout par des câbles sous-marins. Les premiers sont du 19e. À Saint-Tropez, il y avait donc cette usine qui a participé modestement, il faut le dire, mais quand même, qui a déposé 5000 km de câbles dans les océans, océan Indien, mer Méditerranée, Atlantique, etc. Saint-Tropez, Mozambique. Alors, à Saint-Tropez-Mozambique, on a un câble où il y a écrit Saint-Tropez-Mozambique, mais il n'y a pas eu un câble de Saint-Tropez au Mozambique. Saint-Tropez, c'était le lieu de fabrication, et le Mozambique, c'était la destination du câble. Voilà. Et aujourd'hui, on continue à déposer des câbles sous-marins. Les Français sont d'ailleurs très forts dans ce domaine-là. Il y a une très grande usine entreprise au Havre. Et donc on voulait traiter de ce sujet-là pour montrer aux gens que c'est pas que le satellite et que Saint-Tropez aussi a participé à cette aventure-là. Exactement, continuons. Nous sommes maintenant donc dans la deuxième tourelle consacrée à la police des mers et un très bel objet, ce coffre de corsaire qui nous vient tout droit du musée des Beaux-Arts de Draguignan. Oui, et ça témoigne de l'entraide entre les musées et le musée de Draguignan nous l'a mis à disposition. C'est un coffre du XVIIe siècle et qui a été fabriqué en Allemagne. Quasiment tous les coffres de corsaires, alors ils appartenaient pas forcément à des corsaires, c'est un terme générique en fait. C'est des coffres de marins qui sont très lourds, qui étaient fabriqués donc en Allemagne et qui servaient aux capitaines à mettre les papiers des navires et puis les gains de ces actions commerciales. Alors la police des mers, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Laurent? Alors en Méditerranée, au 16e, 17e, 18e, encore un peu au début du 19e, c'est une zone d'échanges commerciaux entre toutes les nations, mais c'est aussi une zone de danger, et notamment avec la piraterie, qu'elle soit musulmane ou même chrétienne par moment. Et donc les nations qui ont des navires de commerce ont besoin de sécuriser les routes et donc d'avoir des bateaux de guerre qui patrouillent le long des routes commerciales pour assurer un minimum de protection aux navires marchands. Alors dans cette très jolie salle également, 2 nouveaux portraits qui je crois ont été prêtés par une famille cogolinoise. Alors c'est des descendants, la famille n'habite pas à Cogolin, mais ce sont des descendants des seigneurs de Cogolin, la famille Decoeur, ça s'écrit Decoeur, ça se prononce Decoeur. Et là on a le portrait de Jacques Philippe, qui est un officier de marine de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui a fait la guerre d'indépendance américaine, mais qui a également exercé cette police des mers, qui était présent au Levant. Et on a choisi ce tableau parce que dans ses états de service, il est mentionné qu'il attaque des forbans et qu'il capture. Voilà. Donc ça illustre parfaitement et ça complète le coffre qui est ici. Alors là, nous sommes dans un des joyaux
de ces 5 nouvelles salles, la salle consacrée à la plaisance et aux régates, où nous retrouvons pas mal de têtes connues. Oui, alors on voulait traiter de ce thème-là. D'abord, c'est un espace qui se trouve sur la terrasse du donjon. Donc les gens sortent du musée où ils ont eu les époques passées. Ils retrouvent le temps présent, ne serait-ce qu'en regardant la mer et les bateaux qui y passent. Et ils ont des clés de lecture dans cet espace-là, consacré donc effectivement à la plaisance et aux régates. Alors pourquoi cet espace-là? D'abord parce que Gilbert Buty, qui était professeur à la fac d'Aix, avait démontré que Saint-Tropez était un des lieux les plus anciens de la plaisance. Il a retrouvé à Saint-Tropez des registres des années 1830, où l'administration avait pris acte qu'il y avait des bateaux qui servaient ni à la guerre, ni à la pêche, ni au commerce. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient, l'expression de l'époque, au délassement. Au délassement. On ne disait pas bateaux de plaisance, des bateaux pour le délassement. Et c'était au départ des marins qui sortaient sur l'eau pour le plaisir. Et donc on a voulu traiter de ça. Alors on ne traite jamais un thème à fond, on évoque les choses. Donc naturellement on part de Signac avec l'Olympia qui est venu à Saint-Tropez, mais on a également Zaka qui était le navire des Rolflin qui a fait de longues escales à Saint-Tropez. Et puis naturellement nous avons un espace consacré à la New Largue et au voile de Saint-Tropez avec les maquettes de Pride et Icra qui ont été offertes par Patrice de Colmont et qui sont les 2 premiers navires à l'origine, le premier défi à l'origine de la New Largue, qui est devenu après les voiles de Saint-Tropez. D'ailleurs, nous sommes à quelques jours des voiles de Saint-Tropez, on peut le dire. Alors, ce qui est vraiment spectaculaire et admirable dans cette salle, c'est effectivement le travail également du menuisier. Oui, dans le cahier des charges en 2008, lorsqu'on a lancé le projet du musée, il y avait une règle qu'on a essayé de respecter, qu'on a respectée, qui était de faire des ambiances différentes pour pas qu'il y ait de monotonie. Il n'y en a pas. Hein. Voilà. Et donc ici, c'est la plaisance, c'est assez calme, dans des beaux bateaux en bois. Bon. Donc on a un décor en acajou et c'est l'entreprise Olivier Menuiserie qui a marché avec la ville de Saint-Tropez qui a réalisé ce travail extraordinaire qui fait oublier la tourelle pour se plonger dans une époque passée et pas si lointaine puisqu'elle continue avec les voiles. Poursuivons. Et le motonautisme maintenant, qui met des figures connues à l'honneur, comme Pascal Villanova ou alors ce regretté Sanchez, un enfant du pays. Oui, alors c'est un espace que Monsieur le maire voulait, ça lui tenait à cœur, et c'était effectivement d'aller dans la modernité, vraiment dans le temps présent. Et alors on a voulu évoquer le motonautisme dans toutes ses composantes. Alors on a une très belle maquette de Riva qui évoque un motonautisme de luxe et de calme, même si ces navires, ces bateaux sont très puissants. Et puis on a voulu évoquer aussi les cigarettes, qui étaient très présentes à Saint-Tropez et qui le sont encore un petit peu. Alors c'est pas anodin, même si on en voit un peu sur toute la côte, c'est-à-dire que ce sont des familles, une entreprise de sport-mer, notamment avec Antoine Mercurio et M. Bialès, qui ont fondé ça et qui étaient les premiers à faire venir les Riva et les cigarettes. Alors, les Riva d'Italie, où ils étaient amis avec Carlo Riva, et les cigarettes de Floride. Et ces bateaux arrivaient à Monaco et à Saint-Tropez et après étaient vendus sur la côte. Donc, Saint-Tropez a été un lieu très fort du développement du motonautisme après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60. Et puis, on a également un thème dont beaucoup de Tropéziens se souviennent, c'est les courses offshore. Alors les courses offshore ont eu lieu à Saint-Tropez dans les années 80-90. Voilà, il y a eu 11-12 courses. Mais Pironi, qui s'était installé ici, a été aussi un peu à l'initiative de Passion. Et puis des gens comme Pascal Villanova, comme Patrick Mercurio ou comme Jean-Marc Sanchez sont devenus des grands pilotes. Jean-Marc Sanchez est devenu champion du monde en 2007. Il s'est malheureusement tué dans un accident d'offshore en 2009. Patrick Mercurio, dans un autre type de classification d'offshore, il est devenu en 92. Et puis Pascal Villanova a fait 33 courses, a gagné à Malaga et a fini 2e au championnat du monde. Donc c'était Saint-Tropez, terre de champion. Oui, terre de champion, et c'est ce qu'on veut représenter ici avec les coupes. Alors là, les familles ont vraiment participé, ont prêté. Pascal Villanova a une combinaison, une coupe, toutes les familles ont prêté des coupes, etc. Et quand on rentre ici, on s'aperçoit effectivement que Saint-Tropez est un haut lieu du motonautisme.
nous le disait Laurent, le modeste mais néanmoins brillant conservateur du musée d'histoire maritime de Saint-Tropez, le souci était de faire des ambiances différentes. C'est très réussi, je trouve. La preuve en est cette dernière salle consacrée à la pêche au corail et aux éponges. Il était impossible de traiter ce thème-là, qui remonte au XVIIe, XVIIIe siècle, comme on a traité le motonautisme, ou inversement. Donc ici, on a fait le choix d'évoquer le pont d'un bateau et le pêcheur, le scaphandrier pieds lourds. Je n'aime pas les mannequins dans les musées, donc il n'est pas là. En fait, il a quitté sa tenue et il est parti. Donc le casque, les plombs traînent sur le pont, la combinaison sèche au mât, et ça traite effectivement d'un thème peu connu, qui est la pêche au corail. Les plus beaux bancs de coraux de Méditerranée se trouvent le long du massif des Maures, de l'Estérel, et sur les côtes d'Afrique du Nord. Et donc, dès le XVIe siècle, les Tropéziens sont très nombreux à pêcher le corail ici, et avec l'autorisation du roi de France et des autorités d'Alger, d'aller pêcher en Afrique du Nord. Et ils sont des dizaines et des dizaines. On a même retrouvé un acte où ils sont 122 en 1552, ce qui représente 56% des pêcheurs français en Afrique du Nord. Et ce corail-là, il est assez emblématique, c'est le beau corail rouge qui servait pour les bijoux, qui servait dans l'Empire ottoman un peu pour de la poudre de médicaments, et puis plus étonnant, via des marchands arméniens sujets du sultan, il allait jusqu'au Tibet. C'est pour ça qu'on présente deux petits bijoux contemporains en corail qui viennent du Tibet. Alors c'est pas du corail, c'est des bijoux contemporains, donc c'est plus du corail français ou de Méditerranée, c'est du corail japonais qui a remplacé au XXe siècle. Rapporté par toi. Oh, je ne suis pas allé au Tibet, avec Internet aujourd'hui on fait des miracles, voilà. Mais on voulait évoquer ça parce que c'est complètement étonnant, et c'est un ami chercheur, Olivier Raveux, qui a étudié cette branche du commerce maritime. Donc on voulait l'évoquer ici. Très bien Laurent. Au point de départ, après une visite éblouissante et commentée de ces 5 nouvelles salles du musée d'histoire maritime de Saint-Tropez. Alors je dois dire que j'ai aimé beaucoup de choses dans cette visite, et j'ai aimé le mélange de l'intime et de l'histoire. J'ai aimé les trouvailles, qu'elles soient scénographiques, qu'elles soient celles des dons, des objets, des prêts, de l'assemblage. J'ai aimé les ambiances différentes. J'ai aimé tes commentaires bien sûr, Laurent, comme toujours. Comme tu le dis, c'est un travail d'équipe, mais tu en es le chef d'orchestre. Est-ce que tu es heureux de ce résultat? Oui, je suis très content parce qu'encore une fois, on a respecté le cahier des charges initial. On n'a pas dénaturé le musée, on l'a enrichi. D'ailleurs, on a travaillé encore avec les scénographes historiques du musée. Donc c'est vraiment un travail collectif, et c'est pour ça que c'est réussi, parce que c'est collectif. Exactement. Et on peut dire qu'effectivement, ce musée est aussi un conservatoire de mémoire. Oui, alors les visiteurs, lorsqu'ils viennent, ils visitent d'abord effectivement un musée avec des collections, des cartels, etc. Rien de plus classique, même si la scénographie est quand même un petit peu extraordinaire par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais pour moi, c'est d'abord un conservatoire de la mémoire parce que ça réunit des objets qui se sont dispersés au gré des générations, au gré des héritages, et on récupère, certains reviennent. Alors, ça peut être des miettes par rapport à la masse de ce qui a été perdu ou ce qu'on n'a encore pas, mais ce sont, comme je dis, des belles miettes, et ça permet de montrer des fragments de vie, parce qu'il est absolument important que chaque objet raconte une histoire. C'est pas l'objet que pour lui-même. Oui, l'objet est beau, on le conserve, mais c'est d'abord aussi un vecteur pour une histoire, et ces fragments de vie en font un beau conservatoire de la mémoire.